Talk to me. Talk to me. Amis, merci d'être fidèles au rendez-vous. C'est toujours sympa et très agréable. Alors, en cette période de grande tension, mais je finis par me demander en fait quelles sont les périodes de basse tension sur cette planète, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai invité ce soir quelqu'un qui va sortir, ou ça va nous sortir un petit peu de ce qu'on a coutume un peu de débattre sur JSF TV. Quelqu'un qui est historien des sciences et qui est l'auteur d'une cinquantaine de livres de vulgarisation scientifique, dont Les ovnis viennent-ils du futur, paru chez Max Milo en 2025. Alors, je ne vais pas vous faire languir davantage et j'ai donc le plaisir ce soir d'accueillir Luc Marie, historien des sciences et écrivain. Bonjour Claude, bonsoir plutôt. Bonsoir Luc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce soir, c'est vrai qu'on va parler de quelque chose dont je n'ai pas coutume du tout de parler. Et on va parler de votre livre, qui est paru en début d'année 2026, puisqu'il vient de sortir, édité par Max Milo, et qui s'intitule Astéroïde YR4 2032 et 11 fins du monde, possibles. Voilà, je montre l'ouvrage. Alors, j'ai une coutume, chaque fois que j'invite un écrivain, Luc, je lis, si vous le permettez, la 4e de couverture. Est-ce que ça vous va? Et après, on va rentrer dans la salle des questions. Je me plie à la tradition. Je me plie à la tradition. C'est gentil. Je ne vais pas commencer à contester. Décembre 2032, l'astéroïde 2024 YR4, d'une cinquantaine de mètres de diamètre, risque de frapper la Terre. Le risque d'impact reste faible, entre parenthèses 3% à ce jour, mais possible. S'il touchait Paris ou New York, la mégapole disparaîtrait. L'énergie libérée serait des centaines de fois celle d'Hiroshima. Cette actualité rappelle une réalité profonde. La Terre a déjà connu 5 extinctions massives. Plusieurs volcans démesurés et la chute d'un astéroïde géant ont fait disparaître 90% des espèces. Les fins du monde ne relèvent pas du mythe, elles sont inscrites dans les roches et les fossiles de notre histoire. Dans ce contexte, l'auteur examine 11 scénarios possibles, certes peu probables, mais scientifiquement crédibles. Impact d'astéroïdes, réveil d'un supervolcan, planète errante, tempête solaire, supernova voisine, dérive de l'orbite terrestre, arrêt de la rotation, extinction du Soleil, étoile à neutrons ou trou noir de passage. Un ouvrage qui dévoile la fragilité de notre monde face aux menaces cosmiques. Alors, j'avoue que c'est la première fois que je lis ce genre d'ouvrage, ce genre de sujet. C'est vrai que je ne suis pas très habitué. J'ai trouvé ça très intéressant parce que fort bien documenté. Et donc vous ouvrez cet ouvrage avec cet astéroïde YR4, qui est un astéroïde réel et qui risque effectivement, peu probable c'est vrai, mais de toucher la Terre en 2032. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé, ça va être ma première question, pourquoi vous êtes-vous intéressé un peu à ces scénarios de fin du monde possible? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'agit là d'une possibilité scientifique, et là, dans ce livre, j'invite plutôt, c'est une invitation philosophique, je vous invite plutôt à méditer sur l'existence humaine. Le fait est que la Terre, nous ne sommes pas hors de la nature, mais dans la nature. C'est-à-dire que la Terre a connu plusieurs extinctions massives au cours de son histoire, plusieurs extinctions massives d'espèces vivantes. Ce scénario s'est déjà passé, ça peut se répéter. Donc, pour moi, il s'agit, je ne fais pas œuvre de prédicateur apocalyptique, je n'annonce pas du tout la fin du monde, je dis tout simplement que
nous vivons dans l'illusion que notre monde est éternel. Voilà. La Terre, ça fait évidemment 4 milliards et demi d'années qu'elle tourne autour du Soleil d'une façon régulière, en empruntant toujours la même trajectoire, etc. Nous sommes dans une région assez isolée de la galaxie, mais des catastrophes cosmiques sont possibles. Voilà. Donc moi, en fait, ici, je fais office de lanceur d'alerte, même si je suis quand même assez positif, assez optimiste sur le court terme, mais à long terme, tous ces scénarios que j'élabore dans ce livre sont possibles. Voilà. Je veux dire que l'impact d'une planète errante, l'impact d'un astéroïde n'est pas nul. Certes, c'est infime, mais c'est pas nul. Et donc, il s'agit là d'un thriller scientifique, si on peut dire, un thriller scientifique où j'imagine le pire, mais en essayant de dire que le pire, on peut l'éviter. On peut l'éviter ou en migrant sur d'autres planètes que la Terre, ça c'est une possibilité aussi. C'est une mise en garde aussi pour dire qu'il ne faut pas rester indéfiniment sur Terre, ou peut-être aussi, grâce à nos moyens technologiques, essayer de détourner la trajectoire de l'intrus cosmique. Mais enfin, mon livre, je voulais insister sur deux choses, est fondé sur deux axes. D'abord, sur l'apologie de la vigilance et de la prudence face au monde qui nous entoure, parce que le cosmos est tout sauf serein et éternel. C'est un vrai champ de bataille, un champ de bataille fait d'implosions et d'explosions, où les étoiles circulent à une vitesse inimaginable autour de la galaxie. Et parmi ces étoiles, certaines sont vagabondes, certaines sont fantômes, et certaines planètes aussi errent en toute liberté. Alors, et donc, je veux mettre d'abord l'accent sur la vigilance qu'on se doit d'avoir face au cosmos qui est au-dessus de nos têtes. Et aussi, je mets en garde également contre l'obscurantisme religieux. Je mets en garde également contre la vague de mysticisme de l'opinion publique, parce que dans ce livre, j'explique qu'il y a deux combats à mener. Il faut d'une part vaincre le danger cosmique, mais aussi convaincre l'opinion publique que ce danger cosmique existe. Donc il y a deux combats. Ce livre est un peu à deux volets, si vous voulez. D'une part, montrer que le cosmos est fait de dangers multiples, et d'autre part, montrer aussi que sur Terre, l'humanité est divisée, l'humanité est difficile à convaincre. Il y a toujours avec ces complotistes, avec ces négationnistes, il y a une remise en question en ce moment de la parole de l'élite, de la parole scientifique depuis la crise du Covid en 2020. Et si on annonçait à l'humanité qu'elle va disparaître d'ici 5 ans suite au passage d'une planète errante, je suis sûr que nombreux sont parmi nos concitoyens ceux qui n'y croiraient pas. Voilà. Et donc, voilà, il s'agit à la fois donc d'une étude physique, sociale, psychologique, philosophique. Enfin, c'est une bien grande ambition, me dirait-on. Mais voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. D'accord, mais alors, oui, est-ce que vous pensez que une majorité de gens, crise Covid ou pas, qui a exacerbé, et oui, pour beaucoup d'ailleurs, à juste titre, fait à un moment donné, qui a exacerbé un espèce de freinage envers des scientifiques, parce qu'il y a quand même pas mal de scientifiques à cette époque. Il y a eu pas mal d'infos, mais il y a eu beaucoup d'intox aussi. Donc, mais est-ce que vous pensez quand même, nonobstant cela, est-ce que vous pensez qu'une majorité de gens aujourd'hui serait à même d'encaisser le fait que notre planète, tout d'un coup, ne serait plus en sécurité? C'est ça aussi qu'il faut... Avant de parler des fins du monde en soi, des possibilités scientifiques, je dirais, oui, j'imagine que l'humanité serait divisée en 3 parties. Il y aurait d'une part les fatalistes, ceux qui accepteraient leur sort en disant, bon, tout a une fin. Il y aurait les dévots, ceux qui, des sectes naîtraient, qui déifieraient quelque peu l'intrus cosmique en disant il s'agit là d'un signe du courroux divin, c'est un nouveau déluge, ou cette fin du monde va précéder la renaissance d'un autre monde. Alors, il y aurait
on ferait des sacrifices humains pour plaire à ce dieu Thanatos, comme j'explique, Oui, par exemple. parler de Thanatos. Oui. Thanatos, c'est le nom fictif que je donne à la planète errante qui entre en collision avec la Terre. Et puis, il y aurait une troisième réaction, celle des enragés, celle des sceptiques qui, eux, s'en prendraient aux scientifiques, incendieraient certains centres de recherche, crucifieraient peut-être des scientifiques sur la voie publique, etc. Mais il y aurait trois sortes de réactions, voilà, pour moi. Et dans ce livre, bon, il y a plusieurs comptes à rebours. Hein. On annonce, évidemment, la fin du monde n'est pas pour tout de suite. Alors, on annonce, par exemple, que l'astéroïde va percuter la Terre d'ici 3 ans, qu'une étoile à neutrons va percuter la Terre d'ici 5 ans. Donc, ce qui m'a interpellé, c'est comment expliquer la réaction humaine face la réaction de l'opinion publique, des opinions publiques face à une telle annonce, quoi. Voilà. Oui, alors ça, c'est pas facile. De toute façon, il y a déjà la peur et la terreur qui va s'emparer d'un bon nombre de la majorité de la population. Ça, c'est indéniable. Mais c'était intéressant parce que, au fur et à mesure où ce que vous venez d'exposer, ça me faisait penser à, je pense que vous l'avez lu, Tintin et l'étoile mystérieuse. Vous savez, vous avez Oui, le oui. gars qui est complètement illuminé, qui frappe sur son Voilà, petit oui. tambourin et qui appelle à et mon Dieu, mais tout va s'écrouler, c'est de la faute, et repentez-vous. Oui, c'était très bien relaté dans Tintin et l'étoile mystérieuse, oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Alors, ce livre s'appelle YR4, astéroïde 2032, mais un peu à tort, c'est un peu un faux semblant, parce qu'en fait, on aurait dû l'intituler Vers une 6e extinction. Hein, parce que le centre du livre, c'est de dire que l'humanité, en fait, n'est pas là depuis toute éternité. Elle a succédé, elle est elle-même le fruit d'une extinction massive qui s'est produite il y a 65 millions d'années. Hein, et Alors attendez, excusez-moi, je vous coupe. C'est l'époque de l'extinction des dinosaures? oui, j'allais y venir, oui, c'est cela. Ah, bah, allez-y, allez-y, oui. Allez-y, Et allez-y. à ce moment-là, un astéroïde, mais beaucoup plus imposant que YR4, d'environ 1 million de tonnes, a frappé la Terre à la vitesse de 100 000 km/h. Et cette collision a produit une déflagration comparable à 3000 tonnes, à 3000 bombes Hiroshima. Vous voyez. Et Ah oui. à ce niveau-là, il y a un immense nuage de cendres qui recouvre toute la planète pendant plusieurs années. La Terre est entrée dans une espèce d'hiver comme cela, où la plupart des espèces ont disparu. Ça a créé aussi un cratère d'une centaine de kilomètres de diamètre, plus profond aussi de plusieurs kilomètres. Et bon, un tel astéroïde peut percuter la Terre, mais ce n'est pas à court terme. Pour l'instant, nous n'en connaissons pas. À court terme, on connaît seulement ce qu'on appelle des géocroiseurs, à peu près 2000 géocroiseurs, c'est-à-dire 2000 astéroïdes qui croisent régulièrement l'orbite de la Terre. Alors, leur trajectoire est difficile à calculer quand même. On la connaît au dernier moment. Mais il y a une possibilité. Enfin, ce sont des astéroïdes qui font entre 50 et 100 mètres de diamètre, à peu près 10 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près 10 fois la masse de la Tour Eiffel. Et si un tel astéroïde percutait une région de la planète, elle détruirait tout dans un rayon de 500 km, mais elle ne mettrait pas fin à l'existence de l'humanité. Cela étant, si ça tombait sur l'île de France, c'est l'ensemble de l'île de France qui y passerait. Hein. Mais Ah oui. il y aurait 7 à 8 millions de morts et autant de blessés. Ce serait un cataclysme absolument colossal, mais ce ne serait pas une fin du monde en soi. Voilà. Alors, cela, en fait, c'est le scénario le moins apocalyptique de mon livre. Parce que j'explique, en fait, j'ai fait plusieurs constats. Enfin, alors, le premier constat, donc, l'univers est une illusion cosmique, c'est un champ de bataille, et toutes les étoiles meurent. Hein. Donc, le Soleil aussi mourra, tôt ou tard. De toute façon, Oui. la vie sur c'est vrai. est conditionnée par la mort du Soleil. Le deuxième constat, c'est que c'est le mythe de l'isolement cosmique. Le mythe de l'isolement cosmique, nous sommes dans une région, nous sommes à peu près à 27 000 années-lumière du centre. Alors, une année-lumière, grosso modo, une année-lumière, c'est la distance que franchit la lumière en un an. C'est-à-dire Alors 10 000 attendez, milliards.
Vous dites on est à 27 000 années-lumière du centre. Du centre de quoi? De la Ah, galaxie, de l'univers? c'est vrai que je m'exprime mal. Du centre de la galaxie, du centre de notre galaxie qui De notre s'appelle la Voie galaxie. lactée, D'accord, d'accord. qui ressemble à une espèce d'hélice vue de l'extérieur. On ne l'a jamais vue de l'extérieur, bien entendu, mais vue de l'extérieur, elle semblerait à une grosse hélice avec quatre grands bras. Et nous sommes à l'extrémité de l'un de ces bras, le bras de Persée. Ah, voilà. D'accord, d'accord. Et nous sommes dans une région un peu isolée de l'univers. Apparemment, en apparence, nous sommes à l'abri d'une collision avec une étoile proche. Mais dans cet univers, nous nous sommes rendus compte depuis une vingtaine d'années qu'il y a beaucoup de planètes, ce que je les ai appelées les planètes errantes. Enfin, c'est pas moi qui les appelle ainsi, mais c'est-à-dire des planètes fantômes, des planètes qui errent entre les étoiles. Donc des planètes qui n'escortent pas. Habituellement, vous savez, comme la Terre, toutes les planètes tournent autour des étoiles, autour de leur Soleil. Mais il arrive que certaines planètes, et il paraît-il qu'elles seraient plusieurs milliards en plus, soient complètement indépendantes, soient orphelines d'étoiles et vagabondent à leur gré à des vitesses des vitesses excessives d'1 million de kilomètres heure entre les étoiles. Et ces planètes, on en connaît très peu, on n'en connaît qu'une centaine. Or, elles seraient plusieurs milliards. Et elles sont invisibles parce qu'aucune étoile ne les éclaire. Elles sont douées d'une grande célérité et leur trajectoire est imprévisible également. Donc c'est en cela qu'elles constituent un danger parce que ces planètes font plusieurs fois, généralement, la taille de notre Terre. Alors autant vous dire que si elles pénétraient dans notre système solaire, elles pourraient bousculer la trajectoire de certaines planètes, même bousculer la trajectoire de la Terre sans la heurter. Et déjà en bousculant la trajectoire de la Terre, et là j'ai un scénario ainsi, elle pourrait même précipiter la Terre vers le Soleil, et ce serait catastrophique pour nous si on était précipité vers le Soleil. Parce que les scientifiques ont calculé que, grosso modo, alors si vous étiez précipité vers le Soleil, vous n'emprunteriez pas une ligne droite vers le Soleil. On observerait la Terre se rapprocherait du Soleil en spirale comme ça, en formant des cercles toujours de plus en plus proches. Elle irait et plus elle se rapprocherait du Soleil, plus cette vitesse s'élèverait. Donc, voilà, en se précipitant. Et grosso modo, la Terre disparaîtrait avant d'être disloquée littéralement et fragmentée par le Soleil en environ 63 jours. 63 jours. Mais la vie sur Terre, elle disparaîtrait à peu près 33 jours après l'éjection de son orbite. C'est-à-dire à peu près à 100 millions de kilomètres du Soleil, la température serait de 90 degrés sur l'ensemble de la planète, et à 90 degrés, le sang se transforme en vapeur, la vie n'est plus possible. Donc la vie sur Terre disparaîtrait bien avant que notre planète elle-même succombe dans les entrailles du Soleil. Alors dans ce livre aussi, j'explique que pour mettre fin à la vie sur Terre, pour la Terre, une planète comme Thanatos, encore une fois, c'est une planète fictive, si elle s'approchait de la Terre, déjà, avant même d'entrer en collision avec la Terre, d'ailleurs, il n'y aurait pas de collision parce que notre planète Terre exploserait avant même, suite aux effets de marée, aux effets gravitationnels, elle exploserait avant même d'entrer en collision avec Thanatos. Et ensuite, ces fragments formeraient un chapelet, une espèce d'anneau autour de Thanatos. Mais je veux dire que quelques jours, 10 jours avant que la Terre explose, il y aurait des orages électromagnétiques absolument colossales, de kilomètres sur Terre, parce que les champs magnétiques de deux planètes s'interpénétreraient. Alors, suite à ces orages électromagnétiques, ensuite, il pourrait y avoir des tempêtes excédant 2000 km/h, carrément, parce que là, l'atmosphère serait complètement perturbée par la proximité de cet astre. S'ensuivraient des raz-de-marée dont les mers pourraient s'élever à environ 3 km. Imaginez des vagues de 3 km avec cette planète qui ferait à peu près 4 fois la Terre. Et cette vague de 3 km pourrait percuter les côtes à la vitesse de 2500 km/h. Alors, autant vous dire qu'à cette vitesse-là, avec cette hauteur-là, elle pénétrerait très en avant à l'intérieur des terres. Bon, et puis s'en suivrait encore après un tremblement de terre, le réveil des supervolcans et un tremblement de terre
gigantesque qui fragmenterait complètement la croûte terrestre et le noyau de la Terre serait mis à nu. Donc évidemment, là, c'est des scénarios qui ne sont pas très réjouissants. Là, le scénario dont je viens de parler, il est de l'ordre de l'improbable, mais il n'est pas impossible. C'est-à-dire que j'explique dans ce livre que les planètes errantes, on n'en connaît qu'une centaine. Il y a encore une vingtaine d'années, on ne les connaissait pas. On ne savait pas que ça existait. Maintenant, les astronomes sont pratiquement persuadés qu'il existe plus de planètes errantes que d'étoiles dans notre seule galaxie, c'est-à-dire plus de 100 milliards de planètes errantes. Et donc, elles sont plus nombreuses que les planètes, plus énigmatiques que les naines brunes, ces espèces d'étoiles avortées qui n'ont pas pu amorcer le cycle des réactions nucléaires, et plus dangereuses que les astéroïdes. Donc, ça, c'est pour moi un des dangers numéro un, si tant est qu'une telle planète entrait dans notre système solaire, ne serait-ce que par la perturbation des trajectoires. Bon, mais je ne joue pas à Nostradamus, hein, je ne joue pas Monsieur Apocalyptique. Non, parce que moi, encore une fois, j'ai fait un livre autrefois qui s'appelait Le mythe de la fin du monde. La fin du monde, on l'annonce à peu près tous les 5 ans. Ça fait partie de notre inconscient collectif. Des gens ont besoin d'ailleurs, des gens non seulement certains la redoutent, mais d'autres l'espèrent. Et donc c'est un peu ambivalent, pensant qu'un autre monde va naître de cette extinction. Mais là, dans le cas de Thanatos, non seulement l'humanité disparaîtrait, mais la Terre elle-même. Alors autant vous dire qu'il n'y aurait pas de renaissance possible dans ce cas-là. Alors, dans ce livre aussi, je parle trop peut-être? Non, allez-y. Vous savez, je ne vous interromps pas. À un moment donné, je vais vous relancer sur autre chose, mais allez-y. Hein, vous savez, vous êtes là pour parler de votre ouvrage, il n'y a pas de problème. Oui. Non, mais il faut m'arrêter. Là. Non, parce que je suis un train, comme ça. Le train de l'Apocalypse. Enfin, peut-être pas de l'Apocalypse ce soir, vaudrait mieux pas, mais disons, voilà, un train. Allez-y. Alors oui, je disais tout à l'heure que oui, la Terre a subi plusieurs extinctions massives, mais voilà. Ça, excusez-moi, c'est une question que j'allais vous poser. Vous avez parlé de 6 extinctions. 5. Alors 5, pardon. Donc là, il y en a une que je connais, c'est celle de 65-70 millions d'années, les dinosaures. Et ça veut dire qu'il y en a eu 4 avant? Exactement, si c'est la 5e. D'accord. Vous pourriez nous en parler un peu? Alors, sans s'attarder quand même sur chaque, je dirais que la première a lieu, enfin, toutes ont eu lieu lors du dernier milliard d'années. D'accord. Lors du dernier milliard d'années, c'est-à-dire que si on déroulait toute l'histoire de la Terre sur un an, grosso modo, elles auraient toutes eu lieu depuis le mois d'octobre. Et en l'espace de 2 mois, dans ce calendrier fictif, 4 grandes extinctions massives ont eu lieu. Enfin, 5 grandes extinctions massives ont eu lieu. La première, c'était il y a 446 millions d'années. Bon, à l'échelle géologique, c'est avant-hier. À l'échelle humaine, évidemment, ce sont des temps qu'on ne peut pas mesurer. Ça paraît complètement imaginaire. Et c'était il y a 446 millions d'années. Et l'une des plus grandes extinctions massives que la Terre ait connues, c'était il y a 250 millions d'années, sous l'ère primaire, bien avant les dinosaures, tout cela. Et là, à ce moment-là, ne vivaient que des crustacés, des trilobites. La vie n'existait que dans les mers, à peu près. Et les grands responsables de ces 4 premières extinctions massives, ce sont les supervolcans. Ah, d'accord. Le plus grand danger pour l'humanité, je dis que l'humanité est écartelée entre 2 grands dangers dans le livre. Le danger cosmique, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, le fait que le ciel peut nous tomber sur la tête, comme disaient les Gaulois, et puis le danger qui se passe sous nos pieds. Sous nos pieds. C'est-à-dire que nous sommes entre 2 bombes nucléaires, pourrait-on dire. La bombe nucléaire du Soleil, parce que chacun sait maintenant que toutes les étoiles sont des réactions thermonucléaires, et le Soleil, d'ailleurs, rentre souvent en colère. Et puis, sous nos pieds, la vie ne tient qu'à un fil. Hein. Le cœur de la Terre, c'est un noyau d'uranium. Et
entouré de magma, du magma qui est surgi comme ça des entrailles de la Terre via les ouvertures que sont les volcans. Mais la Terre, c'est une espèce d'être vivant comme ça qui se rappelle à nous à peu près tous les 100 000 ans à travers les supervolcans. Alors, le dernier supervolcan qui a explosé, c'était au bas en Indonésie, il y a 74 000 ans. Bon, 74 000 ans, ça paraît aussi. À cette époque-là, les hommes n'étaient que des chasseurs-cueilleurs. Hein. C'était bien avant que la première civilisation n'éclose sur Terre. Bon. Hein, puisque les premières civilisations, c'est à peu près il y a 6 000 ans. Donc, personne ne s'est aperçu de la… Mais si un tel supervolcan, et notamment, je prends l'exemple du Yellowstone aux États-Unis, entrait en éruption, aujourd'hui, ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique, c'est-à-dire qu'il pourrait libérer plus de 1000 kilotonnes mégatonnes plutôt de cendres, de coulées pyroclastiques, etc., sur un territoire grand comme les États-Unis. Et surtout, les cendres pourraient recouvrir, ne serait-ce que l'Amérique du Nord, d'environ… l'Amérique du Nord pourrait être recouverte de 30 cm d'épaisseur de neige noire, pourrait-on dire. Oui, quand même. Et là, les toits s'effondrent, il y a une paralysie des télécommunications, une paralysie des transports, paralysie de l'agriculture. Tout est arrêté, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs. Il y aurait une réaction en chaîne. Donc, et pareil, pour une tempête solaire, le système GPS tomberait en panne, on ne pourrait plus guider ni les bateaux, ni les avions, ni les autos. C'est véritablement catastrophique. Alors peut-être qu'on pourrait s'en remettre de ces catastrophes, des supervolcans comme des tempêtes solaires, certes, mais on serait quand même durablement perturbé par une telle catastrophe. Bien. Alors, l'humanité… Enfin, pas l'humanité. La Terre a connu 4 grandes extinctions massives dues aux volcans. Ce sont les plus grands serial killers de l'histoire géologique, les supervolcans en fait. Je parle des planètes errantes, je parle des étoiles vagabondes, mais le plus grand danger, il est quand même sous nos pieds. Oui. D'ailleurs, si vous le permettez, l'histoire récente nous l'a prouvé. Lisbonne a été détruit par un tremblement de terre en l'espace de quelques minutes en 1793. Et Agadir, je connais bien le problème d'Agadir parce que je suis né à Agadir juste avant le tremblement de terre, le fameux tremblement de terre de 1961, 60 ou 61, qui a ravagé Agadir en pleine nuit, en l'espace de quelques minutes, ravageant toute la ville. Donc effectivement, malheureusement, c'est une réalité. Je veux dire, un tremblement de terre peut arriver en quelques secondes et détruire tout sur ton passage, quoi. Alors là, vous me parlez d'un tremblement de terre, mais moi, je vous parle de volcans, de supervolcans. Oui, mais générer le tremblement de terre est généré effectivement, je pense, avec ce magma dont vous venez de parler. Enfin, toute cette activité souterraine, de toute façon, ça c'est clair. Ouais. De toute façon, les plaques tectoniques se déplacent en permanence. La plaque tectonique africaine passe sous la plaque tectonique européenne, et la Méditerranée se rétrécit au fil des millions d'années. Dit-on que d'ici 70 millions d'années, il n'y aura plus de Méditerranée. Vous voyez, c'est facile. L'Afrique, il n'y aura plus de boat people comme aujourd'hui, puisque l'Afrique sera carrément collée, n'est-ce pas, à la Côte d'Azur. Ah oui, carrément, d'accord. Ah oui. Et puis l'Espagne remontera. On pourrait dire que le Portugal sera carrément collé à la Bretagne aussi. Ah oui. Ça, c'est parce que la Terre est toujours une planète en mouvement, mais évidemment, on ne s'en aperçoit pas à l'échelle humaine, à l'échelle d'une humaine. On n'a pas conscience de cela. Alors moi, je parle de danger à long terme, mais à court terme, il est vrai, a priori, nous ne craignons rien d'ici la fin du siècle. A priori. Mais cette planète errante, par exemple, puisque j'insiste là-dessus, on pourrait la détecter seulement peut-être au dernier moment. Au dernier moment. Alors, il y a des gens aussi, il y a des astrophysiciens plutôt qui prétendent que le Soleil aurait une étoile double comme compagnon, une naine brune, c'est-à-dire qui s'appellerait Némésis. On ne la voit pas, mais tous les 26 000 ans, elle reviendrait et se rapprocherait du Soleil. Et en se rapprochant du Soleil, eh bien,
elle perturberait quelque peu le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort, vous savez, c'est ce grand réservoir de comètes qui entoure le système solaire, qui est constitué de plusieurs milliards de comètes. Et en perturbant ce nuage d'Oort, il pourrait précipiter les locataires, pourrait-on dire, de ce nuage vers le centre du système solaire et donc vers la Terre. Et si on recevait ne serait-ce que 5 à 10 comètes, ça pourrait être catastrophique pour notre civilisation. Alors, évidemment, je mets en garde, vous voyez, je lance des alertes comme ça, je dis que la Terre fait partie de l'univers, de la mécanique universelle. Nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe, cela peut arriver, mais je n'ai pas dit que cela doit arriver. Cela va arriver absolument. Non, il y a des risques, et c'est pour ça que les astronomes surveillent en permanence le ciel. En 2031, par exemple, ils vont mettre en orbite un observatoire pour scruter le Soleil 24 heures sur 24, notamment sa couronne, la couronne solaire. Et le satellite, l'astéroïde, par exemple, YR4, a été observé en décembre 24 par un observatoire du système Atlas, qui existe au Chili. Donc, les astronomes savent que ce danger existe. Voilà. Et puis, nous connaissons en plus, nous avons conscience de la dangerosité de l'invisible, de la dangerosité du cosmos, et parce que nous savons très bien que nous ne connaissons que 10% d'abord de l'univers, et nous ne connaissons que 10% des astéroïdes qui sont censés croiser l'orbite de la Terre. C'est-à-dire que la plupart des astéroïdes dangereux, nous ne les connaissons pas. Et c'est là le danger. C'est là le danger parce que, en fait, on peut connaître les plus gros. Évidemment, plus un astéroïde est bleu et gros, plus il est repérable, mais les plus dangereux, ce sont peut-être les plus petits. Alors on me dira, les plus petits, ils n'auraient pas un impact planétaire, mais un impact régional. Mais les plus petits, le problème, c'est un astéroïde de 20 à 30 mètres, s'il est constitué de carbone, on le repérerait au dernier moment, et au dernier moment, c'est-à-dire quelques mois avant qu'il croise l'orbite de la Terre, on n'aurait pas le temps de réagir. Par exemple, alors, ce qui pourrait sauver les êtres humains, et ça c'est encore paradoxal, c'est notre arsenal nucléaire. Alors, vouons un culte, pourrait-on dire, à l'arsenal nucléaire, parce que seuls nos missiles nucléaires pourraient, en explosant devant ce type d'objet, en dévier quelque peu la route. Voilà. Ah oui. Et voilà, donc faire exploser quelques missiles bien placés pour que l'onde de choc provoque une légère déviation de la trajectoire de l'objet, pour qu'il passe à côté de la Terre et non pas, par exemple, dans l'océan Atlantique. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'astrophysiciens qui surveillent, qui travaillent dans ce domaine aux quatre coins de la planète aujourd'hui? Ah ben oui, comme je le disais, oui, au Chili, en Pologne, c'est au Chili que sont constitués les plus grands observatoires. Ah d'accord, ok. L'observatoire du monde, c'est sur le plateau d'Atacama, parce que c'est là que le ciel est le plus clair. Et d'ailleurs, on va d'ailleurs inaugurer en 2028 l'ELT, le plus grand télescope du monde, large de 40 mètres de diamètre, et qui pourra scruter le fin fond du cosmos, arpenter le cosmos, encore mieux que le James Webb qui a été mis en orbite en 2021, le télescope spatial. Et puis, en Nouvelle-Zélande, vous avez en Afrique du Sud, à peu près sous toutes les latitudes et longitudes, des observatoires observent, et aussi dans l'espace, comme le James Webb, non seulement on essaie de repérer des exoplanètes. Vous savez, les exoplanètes, ce sont ces fameuses planètes qui existent, qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil, parce qu'on sait depuis 30 ans que notre système solaire n'est pas unique dans l'univers, qu'il en existe plusieurs milliers, vraisemblablement, dans notre seule galaxie, voire peut-être même plusieurs millions. Seul l'avenir le dira, mais c'est probable. Mais d'un autre côté, l'une des fonctions de l'astronomie, c'est la vigilance, c'est la prudence, c'est-à-dire c'est de scruter en permanence l'espace pour voir s'il y a un objet qui ne menace pas l'existence même de la Terre et de la vie qui se trouve dessus. Donc, D'accord. Donc, il y a des gens qui travaillent là et qui travaillent dessus. C'est très, très bien.
Alors, Non, on a conscience que on a conscience de la fragilité de notre planète, parce que c'est cela. Il faut prendre conscience du fait que nous ne sommes pas ici depuis toute éternité. Et si on déroule tout le calendrier de la Terre sur un an, grosso modo, l'homme serait né le 31 décembre à 23h30. Vous voyez, nous ne sommes ici que dans la dernière demi-heure de l'année. d'accord. Alors, j'ai envie de vous poser une question, Luc. Oui. Vu la myriade d'étoiles et de planètes et de systèmes solaires comparables au nôtre, est-ce que vous pensez, je suis sûr de votre réponse, mais je vais vous poser la question quand même, est-ce que vous pensez que nous sommes les seuls habitants, comme certains le prétendent, de toute cette immense galaxie et de la Voie lactée, etc., etc. Et vous savez, qu'est-ce que je vais vous répondre? Allez-y. Alors là, je dirais, on sort un peu du débat apocalyptique, là. Là, je ne sais pas si c'est un message d'espérance ou non. Non, c'est Non, juste mais une question parce que vous vous êtes intéressé aussi aux ovnis, vous vous intéressez quand même aux astéroïdes, aux planètes, aux mouvements, etc. Donc, il y a un moment donné, oui, bien évidemment, j'ai eu envie de vous poser la question. oui. Alors, je disais tout à l'heure, à propos des extinctions, des apocalypses, que le phénomène s'est produit et se reproduira parce qu'il s'est déjà produit. Ben, je dirais la même chose pour la vie. Il n'y a pas de phénomène unique dans l'univers. Ce qui se produit une fois se reproduit. Si les conditions sont réunies, en fait, ce dont on s'aperçoit depuis maintenant un bon siècle, depuis qu'on sait que le Soleil n'est plus au centre de l'univers, c'est-à-dire qu'on a dépassé le cadre de l'héliocentrisme, et que depuis que nous savons que le Soleil est une étoile parmi d'autres, dans notre seule galaxie, Oui. et bien que, et surtout depuis 30 ans, depuis la découverte des premières exoplanètes, parce qu'on a découvert depuis 30 ans une bonne vingtaine de planètes qui ressemblent trait pour trait à la Terre. Enfin, trait pour trait. Oui. À peu près d'une même masse, à peu près à une distance favorable à la vie de leur étoile mère, etc., dans un rayon de 500 années-lumière seulement. Dans un rayon de 500 années-lumière, c'est-à-dire que c'est très peu, ce sont des voisines de paliers. Et dans un rayon de 500 années-lumière, on a débusqué 5000 exoplanètes, sachant que notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Vous voyez. Alors, Ah oui. il existe probablement d'autres formes de vie dans l'univers. Je ne sais pas si elles sont intelligentes. Mais sur Terre, la vie est apparue très rapidement. Et même dans des endroits, même au fond des mers, dans des endroits où la pression est terrible. Bon, dans notre système solaire, il est probable que nous soyons seuls. Et même sur Mars, il y a peut-être eu de la vie autrefois. Mais là, par exemple, sur Vénus, ce n'est pas possible. Sur Vénus, vous voyez, Vénus, c'est un enfer. Elle porte mal son nom, Vénus. C'est une planète d'ailleurs qui tourne, où le jour est plus long que l'année, et tourne plus rapidement autour du Soleil qu'autour d'elle-même, où le Soleil ne se lève que tous les 243 jours, où la pression s'élève à 92 atmosphères et où la température est de 500 degrés. Donc même un peu chaud. Même le plomb fondrait à cette température. Mais dans l'univers, enfin dans notre seule Voie lactée, il est probable qu'il y ait d'autres terres habitées, intelligentes, je n'en sais rien. J'ai fait un livre sur les ovnis, mais moi, ça y est, il va falloir que j'en parle là. Et dans ce livre, j'expliquais qu'on pouvait expliquer les ovnis sans faire intervenir les années qui nous observent, pourrait-on dire, et ils n'entrent pas en contact avec nous. Alors, c'est une hypothèse que j'avance, mais ça, je vais éviter d'en parler parce que sinon, on va rentrer dans un autre débat. Dans ce livre, j'explique que si les ovnis existent, ils proviennent de notre propre futur. Donc, c'est un message d'espoir. Parce que je dis que ce sont nos propres descendants qui viennent nous voir. C'est la fameuse machine à explorer le temps. C'est l'un des grands thèmes de science-fiction. Donc là, peut-être que j'abuse quelque peu, mais ce n'est qu'une hypothèse, je n'affirme rien, là aussi. Alors, cela étant, la vie dans l'univers, je disais, donc il n'y a pas de phénomène unique. Certes, la Terre
l'homme est issu d'un miracle, l'homme est issu d'une fin du monde. Si les dinosaures n'avaient pas disparu, les hommes n'auraient probablement pas existé. Et les dinosaures ont quand même vécu pendant 200 millions d'années. D'ailleurs, sans construire la moindre cathédrale, le moindre château fort, hein, bon, ils étaient voués à disparaître quand même 200 millions d'années pour des gens enfin pour des êtres incapables. Qu'est-ce que je raconte? Mais bon. Et enfin, de cette extinction massive d'il y a 65 millions d'années, seuls des petits mammifères ont survécu. Et aux dernières nouvelles, d'après les anthropologues, d'après les paléontologues, l'homme serait le lointain descendant d'un petit animal pas plus gros qu'un écureuil à l'époque, qui aurait survécu à la collision de Chicxulub, le fameux astéroïde qui est entré en collision dans le Yucatan, puisque cette collision a eu lieu dans la péninsule mexicaine, il y a 65 millions d'années. D'accord. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, des planètes habitables, des planètes habitées, pourquoi pas des planètes habitables? Il y en a aussi. Ça, on le sait. D'où la nécessité peut-être d'accélérer notre conquête spatiale. Alors, je dis pourquoi accélérer notre conquête spatiale? Justement, quand on voit que l'univers, comme ça, il y a beaucoup d'épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Qu'un astéroïde peut mettre, un astéroïde de la taille de l'Himalaya, d'1 million de tonnes, peut mettre du jour au lendemain fin à l'existence de l'humanité sur Terre, on se dit, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Un jour ou l'autre, il faudra implanter des colonies, même si ce mot est péjoratif, ailleurs dans notre système solaire et bien au-delà. Cela étant, je ne sais pas si vous avez une idée des dimensions de notre seule galaxie. Parce que je parle d'années-lumière. Non. Non, parce que c'est assez abstrait quand on parle d'années-lumière. Je prends souvent l'exemple de imaginer les échelles de distance et de taille si le Soleil avait la taille d'une orange. Eh bien, à cette taille-là, la Terre serait à 7,50 m de l'orange et aurait la taille d'un noyau de cerise. Pluton, la dernière planète, en fait d'ailleurs, qui a été rétrogradée au stade de simple planétoïde, sera à peu près à 300 mètres de la dite orange, et c'est la dernière planète, enfin le dernier astre du système solaire. Et la plus proche étoile, à savoir Alpha du Centaure, aurait la taille d'une orange également, et elle se trouverait à 2000 km à cette échelle-là. Et notre Voie lactée, à la même échelle, ferait 60 millions de kilomètres de diamètre. Et l'univers sera encore incommensurable à cette échelle-là. Et donc, la plus proche étoile est à 2000 km. Dans les faits, c'est 2000 km, c'est 4 années-lumière. Et si je vais être encore plus précis, ces 4 années-lumière, c'est 40 000 milliards de kilomètres. Et avec nos fusées actuelles, il nous faudrait 70 000 ans pour relier le Soleil à Alpha du Centaure pour soulever les jupes des premières étoiles. Donc, ouais. Nous sommes isolés. Technologiquement, nous n'avons pas les moyens de sortir du système solaire. Jusqu'à présent, il n'y a que 4 sondes qui sont sorties du système solaire. Elles sont à peu près à 20 milliards de kilomètres de chez nous. Les sondes pionniers et voyageurs qui portent d'ailleurs des messages à destination des extraterrestres. Oui, vous en parlez d'ailleurs à la fin de votre livre et j'allais vous poser une question là-dessus. Bah, allez-y, tiens, puisqu'on est sur le sujet, allez-y. Alors, entre parenthèses, on a dérivé quelque peu des apocalypses, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est un message d'espoir. Alors, je disais, oui, elles sont à 20 milliards de kilomètres de la Terre. Elles ont franchi les limites du système solaire, ce qu'on appelle l'héliopause. Et 20 milliards de kilomètres, c'est 20 heures-lumière seulement, 20 heures-lumière. Donc, un petit pas. Et à bord de ces sondes, dont les ordinateurs de bord sont moins complexes que nos portables, hein, les puces, ils sont à bord, eh bien, ces sondes contiennent des messages, un disque notamment, et des photos, et même des sons, pour les éventuels cousins du cosmos qui les récupéreraient, qui seraient censés les récupérer. Alors, aucune photo de guerre, donc la guerre d'Iran, ils ne la voient pas, aucune photo d'amour entre un homme et une femme, mais des photos d'animaux, des chimpanzés, des zèbres, des êtres humains en train de manger,
des êtres humains en train de faire des compétitions sportives, et des photos aussi de monuments comme l'Opéra de Sydney, comme le Golden Gate de San Francisco, des paysages terrestres. Et voilà, on a photographié la vie dans ce qu'elle avait de meilleur, mais surtout ne montrer aucun mort, montrer aucune scène d'amour, aucune scène de guerre. Voilà. Et on a aussi, alors sur l'action de pionnier, il y a aussi une représentation d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, ça a provoqué l'indignation des mouvements féministes à l'époque, en 72, quand ça a été lancé, les sons de pionnier, parce que l'homme a le bras levé sur la plaque et la femme a les bras le long de son corps soumise à l'homme. Alors, excusez-moi, mais si on tombe sur une planète de femmes, c'est leur déclarer la guerre. J'espère. Effectivement. Si on tombe sur une planète d'Amazon, pourquoi pas? Ouais. Ouais. Ils vont dire, regardez là-bas, nos consoeurs sont maltraités. Alors, même elles passent. Oui. Alors, donc voilà, ces sondes donc sont comme des bouteilles à la mer. Elles survivront peut-être à l'humanité. Ce seront peut-être les derniers rescapés de l'humanité. Ces 4 sondes qui dérivent dans l'infini, sur l'océan de l'infini. D'ailleurs, je dis souvent que l'infini est un océan de sondes dont on ne connaît que la surface, parce que c'est ça, en fait, qui résume ma pensée. Un océan de sondes dont on ne connaît que la surface, on ne connaît pas tous les monstres qui sont logés à l'intérieur. Et donc, si l'humanité disparaît, voilà les seuls vestiges qui nous survivront. Alors, dans ce livre, à propos de monstres, d'ailleurs, j'explique aussi les étoiles à neutrons, vous savez, les trous noirs, etc. Oui. Et ça, ce sont des étoiles mortes. Et il est vrai qu'une étoile morte, par exemple, à la fin de sa vie, l'étoile s'effondre sous l'effet de son propre poids, de sa propre gravité. Plus une étoile était massive, plus elle s'effondre, plus elle rapetisse, plus elle devient petite, mais en conservant la même masse. Tant et si bien que la densité est énorme. Une cuillerée, par exemple, de matière d'étoile à neutrons, c'est plusieurs fois le poids de la Tour Eiffel. Ah oui. Alors, si une étoile à neutrons, ne serait-ce que de 20 km de diamètre, passait entre la Terre et la Lune, non seulement elle disloquerait la Lune, mais la Terre elle-même, elle absorberait d'abord tous les océans, on verrait toutes les mers former une grande ascension, comme ça, une vague sans fin, pourrait-on dire, mais la Terre serait littéralement vidée de ses océans, et ensuite serait disloquée en l'espace de quelques minutes. Un tel objet, parce que cet objet de 20 km de diamètre ferait 600 000 fois la masse de la Terre. 600 000 contre 1. Donc vous voyez, le champ gravitationnel nous disloquerait littéralement. Et la rencontre avec une étoile à neutrons ou un trou noir du même type, enfin le trou noir c'est encore pire que l'étoile à neutrons, la densité est encore plus colossale. Et bien là, il n'y a pas de parade possible, aucun missile, et un trou noir, on le verrait qu'au dernier moment. Comme son nom l'indique, il est invisible. Mais on peut en observer les effets sur les trajectoires des planètes. Parce que les trous noirs, si on peut les repérer, on ne les repère pas directement, mais quand un trou noir, par exemple, non pas tourne autour d'une étoile, mais quand une étoile tourne autour d'un trou noir, sa matière est littéralement arrachée, et ensuite, ça forme une espèce de tore autour du trou noir, elle s'engouffre dans le trou noir, et à ce moment-là, il émet des rayons X et gamma. D'accord, mais je croyais que les trous noirs étaient visibles. Alors, j'avais une fausse information. Je pensais oui, que ils sont visibles indirectement. Ils sont visibles indirectement. D'accord. Et un trou noir, alors pourquoi il est noir, à votre avis? Mais parce qu'il n'y a pas de matière. Enfin, il y a trop de matière. Il y a trop de matière. D'accord, oui, il y a trop de matière. Alors, je vais expliquer en 2 secondes. Vous savez, pour s'arracher de la pesanteur terrestre, il est nécessaire que le fusée atteigne la vitesse de 11 km/s, sinon elle retombe sur Terre. Pour s'arracher d'un trou noir, 11 km/s, ça ne suffit pas. 300 km/s, ça ne suffit pas. Et même 300 000 km/s, ça ne suffit pas. 300 000 km/s, c'est la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'évasion d'un trou noir. C'est une espèce de prison de lumière. Pourquoi? Parce que sa densité est énorme. C'est pas qu'il n'y a pas de matière. Ça, on a abusé en parlant de trou. C'est pas un trou. C'est l'inverse d'un trou. Ça crée un trou dans le continuum espace-temps,
mais c'est un trop-plein plutôt qu'un trou. Puisque c'est un résidu d'étoiles, et qui distord complètement l'espace-temps tout autour. Et ce sont des objets on pourrait croire que ce sont des objets sortis d'esprit d'auteurs de science-fiction, mais non, c'est la nature qui le crée. Et là, c'est un des messages que je veux faire passer aussi, c'est que l'univers a beaucoup plus d'imagination que les hommes, dépasse largement tout ce que les hommes auraient pu concevoir. Et ces objets existent, puisqu'on a observé les pulsars. Les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons ultra rapides qui tournent très rapidement sur elles-mêmes, plusieurs milliers de tours en l'espace d'une seconde. Il faut imaginer la Terre faisant un tour sur elle-même en moins d'une seconde. De toute façon, on ne peut pas vivre dessus. Tout le monde serait éjecté. Bon. Donc, de tels objets, aussi invraisemblables, aussi compacts soient-ils, existent dans l'univers et se déplacent dans l'univers. Et il y a des étoiles vagabondes, mais il y a aussi des trous noirs vagabonds. C'est ça le problème. Ah, en plus, d'accord. Et on a la totale. Donc, moi, je ne suis pas sûr du lendemain. Certes, je suis quand même optimiste. Je suis un lanceur d'alerte. A priori, rien ne nous menace, sinon cet astéroïde qui va passer peut-être largement au large de la Terre, entre la Terre et la Lune, en 2032. Mais enfin, il y a quand même des risques qui percutent la Lune. S'il percute la Lune à YR4, il pourrait projeter des fragments de la Lune sur Terre. C'est ça le risque. C'est ça le risque aussi, parce que la Lune n'est quand même pas très loin de chez nous. Donc, vous voyez, pour tout dire, l'univers est une horloge bien huilée, mais il y a quand même des défauts. Tout n'est pas prévisible. On ne connaît que 10% de l'univers, on ne connaît que une infime partie des objets qui se baladent dans le cosmos, et c'est ça dont il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de la fragilité de la vie sur Terre, même de la fragilité même de la Terre. Oui. Donc c'est un message, une espèce d'invitation philosophique pour dire que nous savons depuis un siècle que les étoiles meurent. Ça, on ne le savait pas il y a un siècle. On croyait que l'espace, la voûte céleste, était sereine, immobile, éternelle. Ben non, rien n'est immobile dans le cosmos. Rien. Là, tout bouge. La plus proche étoile en ce moment est à 4 années-lumière, mais d'ici quelques siècles, il y a une étoile qui va se rapprocher de nous à environ 2 années-lumière. Et d'autres peuvent encore, et d'ici 32 000 ans, il y en a une qui va s'approcher à quelques mois-lumière. Donc, on ne peut pas savoir de quoi le lendemain sera fait. Et on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça le message que je voulais faire passer. Donc, je ne suis pas un prédicateur, je n'annonce pas la fin du monde. Je ne suis pas Nostradamus. J'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, je m'insurge contre tous ceux qui annoncent les fins du monde, comme ça, tous les 5 ans, comme en 2012, là, avec une fausse interprétation du calendrier Maya. Ah oui, Bugarache, un des seuls endroits sur la planète où on pouvait être en sécurité. Remarquez, il y en a qui ont fait des très belles opérations immobilières à Bugarache. Ils ont vendu leur ruine ou leur maison pas terrible à des prix d'or, à prix d'or. C'était très intéressant. Au moins, on peut faire quelques bénéfices. Il y a des avantages à annoncer la fin du monde. Voilà. Mais c'est un mythe qui intéresse. Ça fait partie de notre histoire. Et même la fin du monde, c'est un mythe qui est indissociable des religions aussi. Dans les religions, oui. L'Apocalypse de Saint Jean, etc., on explique que l'humanité aura une fin. Enfin, moi, je dis, l'humanité, elle n'a pas forcément une fin. Pas forcément une fin. La Terre aura une fin, elle, oui. Mais notre vie future n'est pas forcément liée à la vie de la Terre. Encore une fois, il faudra. La Terre est le berceau de l'humanité, comme disait un astronome soviétique qui s'appelait Shklovsky. On ne peut pas rester éternellement dans un berceau. Donc, il faudra construire des vaisseaux, des arches, pour. Là, je parle un peu comme Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est vrai, bon. Mais si l'humanité veut survivre, il faut qu'elle devienne multiplanétaire. Oui, ça, c'est quasiment évident, oui. Ben oui, c'est quasiment évident. Il y a pas beaucoup de gens qui l'appréhendent, mais c'est clair. Hein. C'est clair que là, je vous rejoins complètement. La matière, de toute façon, est en constante mutation.
Oui. Et la Terre, la planète Terre en elle-même n'est certainement pas éternelle. Ça devrait d'ailleurs appeler à un peu plus d'humilité de la part d'un bon nombre de politicards, mais malheureusement, il n'en est rien encore jusqu'à ce jour. Mais bon, pour l'humilité, on va attendre encore un peu. On attend peut-être 1 million d'années, mais bon. Enfin, depuis que l'humanité existe, elle n'a pas tellement changé de comportement. Alors, là, je parlais de l'apocalypse des esprits qui précèdent l'apocalypse elle-même. C'est ça. Et là, actuellement, bon, je n'ai pas de discours, je ne vais pas faire de discours sur la géopolitique, même si, en tant qu'historien, je pourrais me permettre, mais on survivra probablement à cette guerre aussi. Pour moi, je n'ai pas la troisième. J'espère. À mon humble avis, je parlais de l'arsenal nucléaire. Jusqu'à présent, l'arsenal nucléaire a évité le pire. On a frôlé 7 fois la guerre atomique depuis 1945, notamment lors de la crise de Cuba. Et mon intime conviction, c'est que si l'arme nucléaire n'existait pas, le monde serait à feu et à sang beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. Par exemple, je pense que sans la menace de l'Holocauste nucléaire, la guerre en Ukraine se serait déjà étendue à la Pologne et aux Pays-Bas depuis longtemps. Et qu'on aurait moins hésité à intervenir massivement pour aider les Ukrainiens. Mais cette peur de l'escalade nucléaire empêche le pire. Alors, heureusement que c'est là, quelque part, pour calmer toujours au dernier moment les esprits. Et donc, dans ce livre, j'explique que l'arsenal nucléaire nous servirait peut-être à dévier quelque peu la route d'un astéroïde. D'ailleurs, on a envoyé en 2022 une sonde à environ 500 millions de kilomètres de chez nous, percuter un astéroïde pour voir si suite à l'impact, on pouvait dévier la route d'un petit astéroïde. Et ça a marché. On l'a dévié quelque part. On a déjà expérimenté dans le réel, comme ça, une déviation d'astéroïde, mais de petite dimension. C'était l'astéroïde Dimorphos. Alors, actuellement, à titre d'information, notre satellite, notre astéroïde en question, là, notre vedette, il a environ 400 millions de kilomètres de chez nous. Là. Il va croiser la Terre une première fois fin 2028, puis il va revenir fin 2032. Mais encore une fois, il n'y a pas trop à s'inquiéter. D'accord. Lui, je commence mon livre avec lui parce que c'est identifié, réel, contemporaine. Tous les autres sont fictifs, mais bon, sont fictifs, mais ne sont pas irréalisables, pas impossibles. D'accord. Ok. Luc, on est quasiment à 1 heure d'émission. Il reste à peu près 2-3 minutes. Oui. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin. J'allais dire, profitons de la vie de chaque instant parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Ça, c'est bien. J'aime bien ce genre de conclusion. En même temps, j'en profite pour montrer votre livre à nos amis internautes. Donc amis internautes, voilà, c'est un excellent livre paru chez Max Milo. Donc YR4 2032, l'astéroïde, et 11 fins du monde possible par Luc Marie. Vous reconnaissez l'Arche de la Défense sur le gouvernement. Absolument, avec tout un tas de gens qui ont l'air affolés effectivement dessous. Oui, ça l'Arche de la Défense, j'avais reconnu, oui. Eh bien, Luc, un grand merci d'être passé nous voir. En fait, c'est un sujet que j'ai jamais abordé dans le cadre de mes chroniques sur JSF TV. Donc, écoutez, c'est bien. C'est un sujet qui mérite d'être abordé effectivement. Donc, un grand merci d'être venu nous voir. Merci et puis, amis internautes, un grand merci par votre présence. Et puis, pour ma part, eh bien, écoutez, à la semaine prochaine.